Ce soir, je vous propose une émission dédiée à l'éducation populaire en Nouvelle-Calédonie. Ce courant de pensée né en pleine Révolution française pourrait être résumé aujourd'hui de manière simplifiée à l'éducation du peuple, par le peuple et pour une société meilleure. Est-ce que ça vous parle? Bonsoir et bienvenue. Pilier essentiel du vivre ensemble, les mouvements éducatifs de jeunesse et d'éducation populaire sont nombreux en Nouvelle-Calédonie, majoritairement réunis sous la forme d'associations, de fédérations, encore d'amicales. Ces bénévoles, salariés ou militants ont pour point commun d'œuvrer dans l'intérêt général en suivant des valeurs humanistes et émancipatrices. Les domaines autour desquels s'articulent les actions de l'éducation populaire sont variés. Ces associations militent pour l'accès pour tous à la culture, à la formation, à l'éducation, aux loisirs, à l'engagement civique ou encore à l'information. Comment se traduit ces actions sur le terrain? Quels sont les moyens dont disposent ces acteurs de l'éducation populaire? Pour en parler, je reçois ce soir Jean-Brice Perrano, directeur de la FOL Nouvelle-Calédonie. Après des années d'incertitude et de chantier, vous venez d'inaugurer votre tout nouveau tiers-lieu à Nouméa. Nous verrons plus en détail ce qui compose cet espace ouvert à tous. Et à vos côtés, Sonia Kouataïba, vous êtes la présidente des Séméa Poirawaro. Vous faites partie de l'association depuis 4 ans, une association qui est déployée aux 4 coins du pays. Le siège est à Pointe-d'Imier, mais de nouveaux locaux viennent d'ouvrir à Koné. Bonsoir et merci à tous les deux d'être avec nous. Bonsoir, merci. Bonsoir. Alors j'ai donné en intro une définition de l'éducation populaire plutôt simplifiée. Quelle est la vôtre? Sonia, peut-être? En fait, je pense que ça a été dit dans l'éducation populaire, c'est éduquer le peuple, par le peuple, pour le peuple. Oui. C'est le plus simplement possible, c'est comme ça qu'on le dit. Jean-Brice, vous êtes d'accord? Oui, ça résume bien et ça veut dire que c'est un outil qui complète les modes d'apprentissage. Souvent, on parle d'un complément de la famille et de l'école, avec plein d'outils, plein de manières de faire aussi différentes de ce qu'on a l'habitude dans l'éducation classique, on va dire. Donc c'est important parce que ça veut dire que chacun a une place, chacun peut prendre une place. Voilà. Et sur un même pied d'égalité. Alors, les champs d'action de l'éducation populaire sont multiples. Les Séméa Poirawaro s'inscrivent complètement dans ce courant. Mais dans quel champ est-ce que vous intervenez précisément? Cette année, c'est plus particulièrement dans la formation de nos militants. Les faire grandir, progresser et pour porter le travail, justement. D'accord. Et au niveau de la FOL? Juste pour rebondir, la formation, c'est essentiel. C'est vrai que les Séméa ils font un gros travail là-dessus. On ne peut pas être dans l'éducation populaire et pas se former soi. Il faut apprendre à utiliser les outils et les choses. Nous, c'est vrai qu'on a été aussi beaucoup sur la vie associative pour toucher plein de domaines avec des acteurs différents. Et puis la dimension culturelle, parce qu'évidemment, dans le pays, il y a aussi plein de manières d'aborder ça. Et en proximité, dans les quartiers notamment de Nouméa ou de d'autres communes, quoi. Alors justement, l'actualité de ces derniers temps, Jean-Brice, c'est l'inauguration d'un nouveau tiers-lieu de la FOL. Il s'ajoute au tiers-lieu Tarania à Val-des-Colons. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors on peut définir rapidement ce que c'est un tiers-lieu. En fait, c'est un espace qui est... Alors j'avais prévu une petite définition. Voilà, un espace qui est ouvert à tous, où on peut se réunir, travailler, s'approprier des savoirs, des compétences, se rencontrer tout simplement, échanger. Et donc ce nouvel espace est situé sur la colline du sémaphore que vous retrouvez. Il a été baptisé Cariveo. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver? Déjà, juste pour compléter, un tiers-lieu, on parlait justement d'un espace entre famille, école et plein d'autres choses, le travail, etc. Voilà, c'est un lieu comme ça. Et du coup, il y a presque une histoire à chaque tiers-lieu. C'est des espaces hybrides où on peut y faire beaucoup de choses. C'est un espace de liberté, de créativité. Donc ces lieux-là, ils peuvent ressembler à plein de choses différentes. Nous, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir y mettre ce qu'on fait déjà sur l'éducation populaire. Donc un lieu qui s'adresse aux enfants, aux familles, qui nous donne à apprendre, à réfléchir autrement. Donc ce tiers-lieu, c'est un prolongement de ce qui existait avant avec le centre culturel, socio-culturel Marcel Bousquet. Et puis c'est de la nouveauté parce qu'on n'est plus à l'époque de ce centre-là. On est dans une société aussi nouvelle qui a beaucoup évolué, notamment avec les nouvelles technologies et le numérique. Donc c'est un lieu qui va être aussi sur l'innovation et puis ouvert à plein de nouveautés. Et justement, le milieu associatif va nous aider aussi à être réactifs par rapport à ça. D'accord. Donc c'est un espace qui va permettre également d'accueillir les centres de vacances et de loisirs aussi de la FOL. Nous en avons suivi un en cette période de vacances scolaires. C'était il y a quelques jours.
Alors aujourd'hui, c'est un jour très spécial parce que c'est l'inauguration du nouveau tiers-lieu de la FOL qui s'appelle Cariveo. Donc nos enfants ont préparé un spectacle. Pendant toute la semaine, ils ont préparé le spectacle au centre. Et puis là, ils ont présenté le spectacle devant d'autres personnes, devant les parents, etc. C'est super important parce que c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de partage, c'est un lieu d'échange et vraiment où là on retrouve un peu toutes les cultures et où vraiment tout ce qui est artistique est mis à l'honneur et en même temps ça nous permet de vraiment de valoriser le travail de nos enfants. Alors on l'a choisi parce que du coup un de nos enfants a des troubles de la sphère autistique et que c'est vraiment un centre qui est très très bien pour ça. Les infrastructures sont très bien et le personnel est excellent. Et il y a du personnel et ça c'est rare. Au niveau du tarif en plus c'est pas cher. Du coup mon enfant qui est autiste, quand je l'ai vu faire, j'ai vu qu'ils avaient vraiment fait beaucoup et ils avaient vraiment tiré vers le haut et voilà. Donc, je suis encore un peu ému pour ça. Alors, si vous voulez, dans la charte éducative de la FOL, il y a plusieurs valeurs, notamment le refus de toute exclusion. Donc, c'est pour ça qu'on accueille également des enfants qui sont en situation d'handicap. On accueille des enfants de tout âge, de tout horizon, de toute ethnie, de toute culture. Ils jouent ensemble, ils apprennent à se connaître. Parce que comme on dit, quand on ne se connaît pas, on est parfois violents les uns avec les autres. Et en apprenant à se connaître, on réalise que les différences font nos forces. Et c'est magnifique. Voilà, la lutte contre les discriminations et l'exclusion, c'est un des engagements forts de la FOL, des CMEA. Comment est-ce que ça se concrétise, Jean-Brice Perrano ? Nous, on a pris surtout l'axe autour du handicap, mais il ne se limite pas à ça. Hein. Effectivement, il y a la mixité sociale, il y a être accessible aussi à des populations qui n'auraient pas les moyens. Donc cet engagement-là, il est de faire société tous ensemble et d'être inclusif, c'est-à-dire que personne ne doit être mis de côté. Et c'est vrai que sur les enfants en situation de handicap, on voit souvent que c'est compliqué. On est peu d'organismes à accepter des enfants en situation avec parfois des handicaps lourds. On le fait, nous, de manière systématique sur tous les centres, toute l'année. Et on a besoin aussi de soutien pour ça des autres organismes parce qu'il faut qu'on soit tous ensemble à le faire. Et au CMEA aussi Oui, complètement. On est dans l'accompagnement, on va occuper des gens. Oui. On est plus au contact des gens. Est-ce que vous... analyser les besoins et tout ça. Oui, pas laisser les gens sur le bas côté de la route. D'accord. Et on n'est pas seulement dans l'animation. Mm-hmm. On est aussi dans tout ce qui est accompagnement de projets. Tout ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à transformer la société, développer. Il y a tout ça aussi, pas uniquement, parce qu'à chaque fois on dit CMEA, l'animation, les enfants, mais pas uniquement. C'est pas uniquement les enfants, votre public principal. On a des jeunes en réinsertion. Mm-hmm. On apprend à pas être jugé par la société, puni, non. On essaye d'emmener une autre forme d'éducation pour dire qu'on peut être puni, mais en se formant. Et c'est le projet qu'on mène depuis l'année dernière avec une autre association. Donc c'est ça aussi qu'on met en pratique. En pratique, c'est la collaboration de toutes les associations pour que personne soit discriminé en fait. Prendre les compétences de chacun, mutualisation des compétences et des moyens, et puis voilà, tous ensemble. Et la culture et l'environnement sont également au cœur des actions que vous menez. Alors on le voit par exemple dans les centres de vacances et de loisirs, mais pas uniquement. À quel niveau est-ce que ça on fait des résidences. Mm-hmm. Culture. Et voilà, il y a des mamans, des jeunes mamans, des personnes âgées qui apportent, par le savoir-faire, par l'agir. Pas l'agir, on fait de la transmission. La transmission, l'apprentissage. Culture, tout ce qui est culturel, c'est plus la transmission et c'est les mamans. Et on dit souvent aussi que les mamans apprennent aux enfants, mais des fois, c'est les enfants qui apprennent aux mamans. Oui. C'est vrai quand on dit que l'éducation, c'est pour tout le monde. Et par tout le monde. Voilà. Oui. C'est complètement ça. Mm-hmm. Donc, on favorise beaucoup ce genre d'événements où tout intergénérationnel, tout le monde peut construire ensemble. D'accord. Pas juste les enfants tout seuls entre eux, pas juste les adultes entre eux, c'est tout le monde.
Chacun apporte... Voilà, parce que les vieux, ils ont plus de sagesse, ils ont plus de choses à nous apporter. Nous, on est fugueux, voilà. Et tout le monde ensemble, on peut arriver à construire quelque chose. Et c'est le mot ensemble que je veux bien mettre, souligner, en fait. Les CMA et la FOL sont également, vous l'avez dit, des organismes de formation. Quelles sont les formations que vous proposez? Pour le moment, tout ce qui tourne autour de l'animation volontaire. Et après, donc le BAFA. Donc, oui, ça veut dire encadrer... L'encadrement. D'accord. L'encadrement de tout ce qui est centre de vacances et loisirs. D'accord. Tout ce qui est ACM. Mais en termes de formation, il n'y a pas que les formations professionnelles ou, voilà, dites animation. Il y a les formations de la maison. Ça, De la maison? De la maison. D'accord. Tresser. Ok. Tu peux apprendre à compter en tressant. D'accord, donc on est dans une transversalité encore. Oui, il y a plein de choses à aller faire. Aller planter les plantules. Ça a l'air d'être anodin, mais il y a des façons de faire. Il y a la marée. Il y a tout un concept à prendre en compte pour se former sur ce qu'on veut devenir. Et voilà. C'est surtout à partir de ce que tu veux faire de ta vie. C'est pas ce que moi je veux. Non, c'est pas comme ça. On ne vient pas s'imposer et dire vous allez faire ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ensemble? Nous, on propose des animations. Vous voulez faire quoi? Qu'est-ce que vous pouvez apporter pour qu'ensemble, on fasse les choses? Jean-Brice? Ouais, si je peux rebondir, ça c'est fabuleux, le travail qui est mené. Et justement, c'est l'essence même de l'éducation populaire. C'est aussi d'avoir des outils où on s'adapte aux populations, aux besoins et puis aux réalités de terrain aussi. C'est un ancrage très fort. Donc évidemment, il y a les formations de base, on va dire, autour de l'animation volontaire. Nous, on le fait aussi sur de l'accueil d'enfants en situation de handicap. On le fait sur d'autres thématiques. Le droit, par exemple, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas leurs droits, comment se défendre, comment faire des démarches. Mais il y a des choses très pragmatiques du quotidien qui font qu'on cultive aussi notre mixité culturelle, nos métissages, nos savoir-faire, et puis notre singularité aussi calédonienne, quoi. Et l'engagement est un maître mot dans l'éducation populaire. Pourquoi? L'engagement, c'est le cœur de tout, en fait. C'est-à-dire donner de son temps, de son énergie, de son savoir-faire et de ses compétences à la collectivité. Nous, notre démarche, elle est d'intérêt public. On ne le fait pas pour s'enrichir, clairement pas. Ça se saurait. On le fait parce que c'est le cœur qui parle. Et puis, je pense que tous ceux qui sont engagés, nos bénévoles, et puis dans les équipes, c'est des gens qui ont des convictions, qui ont des valeurs. À peu près toutes les mêmes. C'est des valeurs humanistes. On parle de bénévolat, mais on parle même de militantisme, en fait. Oui, clairement. Alors bon, des fois, il faut faire la part des choses parce qu'on a quand même des salariés qui, de temps en temps, donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie en négligeant aussi qu'eux, ils ont une vie et qu'il faut se reposer de temps en temps. Il faut faire la part des choses. Voilà. Mais c'est un engagement sincère, en tout cas. Et c'est ça qui compte. Et je pense que sur le terrain, ça se ressent. C'est quand on donne sans attendre en retour, on reçoit beaucoup. Et que ce soit des enfants ou des jeunes ou des adultes avec qui on travaille, on sent que cette générosité, parce que c'est de cet ordre-là, elle est bénéfique parce qu'elle recrée un cycle vertueux, quoi. Oui, ce sont des valeurs aussi qui sont inculquées à travers ça. C'est ça. Alors, quand on parle d'éducation, on pense bien sûr à l'école, et c'est ce dont Romain nous parle aujourd'hui dans Ça vous anime. Salut Romain. Bonjour Chloé, bonjour messieurs, dames. Bonjour. Alors, l'éducation populaire t'a inspiré aujourd'hui une chronique sur l'école, même si c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, comme dirait James. À l'école, pas le choix, on y passe tous et normalement assez longtemps, car ça représente près d'un quart de notre vie, on peut même dire la moitié pour les médecins. Alors, quoi de plus normal que de la voir se glisser dans nos œuvres préférées, celle-là même qui nous réconfortait après les cours, sur la télé du salon avec un petit bol de choc à pic ramolli sur les genoux, du tableau noir des Simpsons sur lequel Bart, l'enfant rebelle de la famille, nous régalait d'une nouvelle punition à chaque épisode, à ce bon vieux Tom Sawyer qui aime l'école. Surtout quand elle est loin. Enfin, trêve de nostalgie milléniale de boomer. Je n'ai que 3 minutes pour tenter d'éveiller nos souvenirs communs en explorant ce qu'est l'école dans notre bonne culture populaire. Alors, selon un algorithme élaboré par mes soins, je vous ai déniché 3 cas d'écoles fictives qui ont fait rêver et continuent de faire rêver des générations entières. On commence avec la première. Si je vous dis Kagebuchi no Jutsu, Rasengan, vous me dites
À tes souhaits. Mais non, voyons, je parle bien sûr de l'école ninja du village Konoha, cette même école imaginée par Masashi Kishimoto en 99 et qui forme spécialement des guerriers pour protéger leur village et remplir des missions secrètes. Cette école qui nous a montré que l'on peut être un cancre possédé par un démon renard à 9 queues et quand même parvenir, grâce au pouvoir de l'amitié, à devenir le plus grand Hokage de tous les temps. Une très belle leçon de vie qui tient tout juste en 700 épisodes. Ah oui, quand même. Deuxième école, que faire lorsque l'on se découvre des pouvoirs surhumains incontrôlables ? L'Institut Xavier, bien sûr, fondé en 1963 par le professeur Charles Xavier. L'Institut Xavier accueille les jeunes mutants rejetés par la société. Véritable havre de paix, l'Institut Xavier offre une éducation stable à vos mini-X-Men qui apprendront à manipuler leurs pouvoirs de manière responsable afin de lutter pacifiquement contre les menaces qui pèsent sur l'humanité. L'Institut Xavier est non seulement un lieu d'apprentissage, mais aussi un lieu d'accueil sain et sécurisé, où vos enfants trouveront calme et harmonie face aux changements que subit leur petit corps de prépubère. Alors n'hésitez plus et foncez et optez pour l'Institut Xavier. C'est beau. Enfin, pour finir, impossible de ne pas citer l'école de tous les fantasmes, celle qui a redonné le goût de la lecture à la jeunesse. Je parle bien entendu de Poudlard, le lieu d'aventure pour Harry Potter, sa copine Athello et le petit rouquin. Des livres que j'ai dévorés au point d'en oublier de manger, des films que j'ai poncés et reponcés. Poudlard, une école où la SVT est remplacée par des cours de potions et où l'EPS devient du Quidditch. Le rêve. Cependant, vous risquez aussi à tout moment de vous faire bouffer par un dragon ou écraser par un solcogneur ou encore vider de votre âme par un détraqueur. Malgré tout, je dois vous avouer que je l'ai attendu avec beaucoup d'espoir, cette fichue lettre délivrée par un hibou. Mais en vain, je n'ai pas pu embrasser ma grande destinée de sorcier car je ne suis qu'un simple moldu et à vrai dire, la seule lettre que j'ai reçue, c'était l'avertissement à la discipline quand j'ai tenté une révolution pour plus de frites à la cantine. C'est une histoire vraie. Bref, pour conclure, j'ai juste envie de dire merci. Merci à tous ces artistes qui nous ont fait rêver en imaginant l'école, leur propre idée de l'école, pour que nous, après l'école, on puisse kiffer notre life. Mais n'oublions pas qu'avant tout, les honneurs reviennent, comme le disait France Gall, à ce sacré Charlemagne qui a eu cette idée folle d'un jour inventer l'école. Et voilà pour moi. Merci Romain. Est-ce qu'on retrouve un peu quelques principes de l'éducation populaire à travers ces écoles fictives ? Oui, ça veut dire adaptabilité à chaque super pouvoir d'enfant et puis l'enfant au centre du dispositif. C'est important. Juste revoir les règles de sécurité, je pense. Ça a l'air pas très safe quand même. Merci beaucoup Romain, on te retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, toujours là. Alors, on l'a vu, l'éducation populaire, le rôle de l'éducation populaire, le but de l'éducation populaire n'est pas de se substituer à l'enseignement conventionnel, elle vient plutôt en complémentarité. Quelles sont les méthodes qui la caractérisent, en fait, et qui la différencient surtout des méthodes d'éducation conventionnelle, traditionnelle ? Qui veut répondre en premier ? Ne vous battez pas. Qui va caractériser, donc... Déjà, à l'école, c'est tu as celui qui a la connaissance, donc l'instit, et tu as l'apprenant. Et il y a toujours cette position. Cet ascendant un peu. Voilà. Alors que, non, dans l'éducation populaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un tout. C'est tout le monde ensemble pour progresser ensemble et puis transformer, s'il faut transformer des choses, se développer. Mais c'est surtout... Chacun a sa part à apporter et il n'y a pas d'apprenant ou de... Et tout le monde a quelque chose à emmener, en fait. D'accord. Jean-Brice, vous voulez ajouter quelque chose ? On parlait tout à l'heure d'être acteur. Effectivement, nous, dans les formations, en fait, l'idée, c'est de gérer toute la contrainte d'encadrement parce qu'on a on a une responsabilité forte. Souvent, on a des mineurs, nous, des enfants en situation de handicap. Donc, il y a toute une réglementation autour de ça. Donc, le but, c'est d'être parfait, irréprochable sur toute cette partie-là. Et après, c'est ce qu'on disait, tout est ouvert. C'est-à-dire que comme chacun peut apprendre de l'autre, les enfants ont des choses à nous apprendre. Il faut qu'on soit à l'écoute de ce qu'ils ont à proposer, de leurs émotions, de leurs initiatives, de leurs idées. Évidemment, on prépare, on fait des regroupements pour préparer les centres, etc. Mais peut-être qu'il faudrait d'ailleurs l'aborder aussi avec les adultes ou les adolescents, parce que du coup, évidemment, avec les enfants, on est sur une interaction plus évidente.
Mais avec les jeunes aussi, il y a plein de choses. Dont on parlait d'innovation. Des fois, on a fait des centres, par exemple, ou des initiatives avec du numérique, parce que ils étaient tellement branchés que le but, c'était aussi de leur montrer que c'était un outil qui pouvait servir à plein d'autres choses, qu'on pouvait l'utiliser autrement. Et en fait, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre aussi là-dessus, parce que c'est un outil qu'ils utilisent parfaitement, quoi. Mais peut-être dans la forme aussi, comme vous disiez, là, c'est pas, on n'est pas assis à recevoir un savoir, on est plus dans une pratique aussi, d'apprendre en, Oui, et en puis faisant. l'échange, et puis être attentif à l'autre. Il y a des choses qu'on peut prévoir et qu'on organise, puis il y a des choses qui se font sur le moment, comme dans la vie, qu'on ne peut pas prévoir, comme la pluie et le beau temps des fois. Et du coup, il faut être attentif à ça parce que ça compte dans l'équilibre, en fait. Encore une fois, c'est pas pyramidal, hein. Le but, c'est pas j'ai le savoir et je te l'apporte. Non, c'est on partage nos savoirs respectifs et souvent, en fait, ça ondule. C'est-à-dire que des fois, on sait un peu mieux ou différemment et puis des fois, c'est l'autre et du coup, on se rend compte qu'on est complémentaires. Alors, les CMA et la FOL sont tous les deux des réseaux d'associations. Qui sont les acteurs qui y travaillent justement? Est-ce que ce sont... déjà, avec quelles associations vous travaillez? Est-ce que ce sont principalement des bénévoles, en fait? La plupart des associations avec qui on travaille, notamment là en province Nord, rencontrent beaucoup de difficultés financières, les restrictions budgétaires et du coup, on travaille toujours sur la mutualisation des compétences et des moyens. C'est comme ça qu'on arrive à monter un projet et tout ça. Donc, on travaille beaucoup avec les associations, que ce soit éducatives ou sportives. Voilà. On essaie d'emmener tout le monde autour de la table et on monte le projet ensemble. Et ensuite, on a aussi nos partenaires qui sont les donateurs. Les institutions, la province Nord, la DGS, le gouvernement et tout. Il y a l'État. Ensuite, nous, on a aussi notre partenaire qui est le réseau du CMA national. Donc, on a le réseau national, on a aussi le réseau... Donc, ce sont tous les autres CMA, en fait. Donc là, pour la zone Pacifique, on travaille avec CMA Polynésie. Donc, l'année prochaine, ils viennent pour renforcer l'équipe de formateurs. D'accord. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille le partenariat ensemble. Oui. Que ce soit au CMA ou les institutions ou les associations ou un groupe de jeunes ou un groupe de fées. C'est pas forcément les associations, ça peut être juste un mouvement, voilà, c'est un groupe de personnes, ils ont besoin d'aide, on vient, on accompagne. Jusqu'à qu'ils s'envolent tout seuls, après voilà, ils en font ce qu'ils veulent. Jean-Brice, au niveau de la FOL, vous êtes tout pareil, c'est-à-dire qu'au niveau national, c'est la Ligue de l'enseignement pour nous, donc qui est une grosse machine, hein, donc on a des échanges réguliers sur notre activité. Et ça nous donne aussi un agrément à plusieurs niveaux aussi sur l'action qu'on mène. Et puis au niveau local, les collectivités, évidemment les associations. Nous, je pense qu'aujourd'hui, si on est encore debout, c'est aussi grâce à toute cette fédération d'associations et qui nous permet de toucher des secteurs différents, des réseaux différents, des initiatives aussi qu'on n'aurait peut-être pas eu autrement. Et là, tout ce qu'on souligne, c'est aussi la solidarité, c'est-à-dire que c'est réussir, là encore, dans une dynamique d'éducation populaire, à dire, moi j'ai des compétences, j'ai un réseau, j'ai des moyens, mais je ne peux pas tout faire, je ne peux pas être partout. Là, les CMA, ils font un boulot fabuleux dans le Nord que nous, on n'arriverait pas à mener parce que, voilà, ils ont ce réseau-là, ce savoir-faire, donc on a été en interaction, on aimerait l'être encore plus. Et donc voilà, petit à petit, on construit tous ensemble aussi, comme nos fondamentaux d'éducation populaire. Ces agréments dont vous parlez, vous êtes reconnus tous les deux d'établissements d'utilité publique, les CMA et la FOL. Ces agréments, ces habilitations, ça vous garantit aussi un soutien financier de la part des institutions? Alors juste, nous, on n'a pas la reconnaissance d'utilité publique et il y a très peu d'associations qui à travers la Ligue de l'enseignement. Mais on l'a à travers la Ligue, voilà, c'est ça en fait. Donc on a fait une demande, je le dis comme ça, et qui pour l'instant n'a pas abouti, mais l'idée c'est qu'on est au niveau local une reconnaissance d'utilité publique en direct et qu'on ne soit pas juste légataire de celle de la Ligue en fait. Voilà, juste je voulais... Et est-ce que vous travaillez ensemble, FOL, CMA? On a travaillé ensemble, on est en lien, hein, on n'est pas des inconnus, c'est des structures, des organismes d'éducation populaire, il n'y en a pas 100 en Calédonie, on est 5 ou 6, on se connaît tous, on se côtoie, après on a parfois des éloignements liés à notre charge aussi, liés au territoire, on n'est pas toujours dans le Nord, nous on l'est plus avec le service civique, plus que les centres de loisirs. Et donc, on se connaît, mais on mériterait de travailler encore plus ensemble. Après, chacun fait ce qu'il a à faire là où il est aussi. Mais c'est vrai qu'on rêverait d'être un peu plus présent dans le Nord et dans les îles. Et je pense que c'est un des projets à venir. En lien, bien sûr, parce qu'on va pas... Alors, on ne fera pas le travail que fait les CMA aujourd'hui
dans le Nord, l'implantation, elle est tellement pertinente qu'aujourd'hui, on ne va pas réinventer la poudre. Oui. Le but, si on doit travailler dans le Nord, ce sera avec les CMA. Bien sûr, en collaboration. On arrive à la fin de cette émission. Avant de nous quitter, je vous propose une toute nouvelle chronique animée par Julie Beroy, qui est juriste. Elle nous éclairera tout au long de l'année sur les recours juridiques et les droits dont nous disposons face à des situations problématiques que l'on peut rencontrer dans notre quotidien. C'est la chronique Ça vous arrive. Et aujourd'hui, on commence par la base. Que faire si vous rencontrez un problème de droit ? Ça vous arrive d'avoir besoin d'un juriste ? La première démarche à faire, c'est de cibler votre problème juridique pour connaître le dispositif qui vous renseignera au mieux sur vos droits et vos obligations. C'est ce qu'on appelle qualifier sa demande juridique. Par exemple, votre voiture qui a été volée et vous ne savez pas quoi faire. La première étape, vous allez déposer plainte. Suite à la plainte, vous n'avez plus de nouvelles. Ou vous recevez un courrier comme quoi c'est classé sans suite. Ou autre demande, autre chose. La procédure relève du droit pénal. Deuxième chose, vous avez l'assurance de votre voiture. Quelle garantie vous avez souscrite ? Comment ça se passe ? Ils ne me remboursent pas à la hauteur de ce que je souhaite. Ils ne veulent pas me donner une voiture de location. Ou qu'est-ce que je dois faire ? Cela relève de la responsabilité civile contractuelle. Un problème, deux procédures. À quelle porte vous pouvez toquer pour vous renseigner ? Déjà, prenez vos documents. Deuxièmement, n'attendez pas le bout du bout, le dernier moment. Renseignez-vous le plus tôt possible pour avoir toutes les procédures ouvertes. Selon la commune où vous habitez, province sud, province nord, province des îles, vous avez des dispositifs juridiques qui sont différents, qui peuvent vous renseigner gratuitement, soit qu'ils soient généralistes, qui vous renseignent sur tous vos droits, soit qu'ils soient spécialisés sur les violences, sur votre droit de consommateur ou sur toute autre problématique mais spécifique. D'autre part, vous avez ce qu'on appelle un outil cartographique, une carte qui recense les dispositifs d'aide aux victimes et d'accès aux droits en Nouvelle-Calédonie. Alors, prenez vos documents, anticipez et renseignez-vous pour choisir comment agir et en connaissance de cause. Le droit est aussi un outil qui peut prévenir les problèmes. Merci Julie. Retrouvez tous les liens utiles sur notre site internet www.caledonia.nc où vous pourrez également revoir cette émission. Merci beaucoup Jean-Brice Perrano, merci Sonia Kouataïba d'avoir été avec nous aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite une très belle soirée sur Calédonia.